Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle interview. Voilà, on aime beaucoup ces moments live avec vous, vous présenter aussi des personnes qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, sans plus attendre, je vous présente sur notre plateau digital Yohan Yvalin. Bonjour Yohan. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, merci de nous accorder de ton temps pour qu'on parle de ton initiative, de ton parcours et de ce qui se passe entre toi, Ironman, triathlète et l'association Amis FSH. Et aussi, bonjour Pierre. Salut Sandrine, salut tout le monde. Pierre Lorient, donc, que vous connaissez toutes et tous, je pense. Voilà. Merci à vous deux. Sans plus attendre, aujourd'hui, on a envie d'aborder une initiative qui nous tient à cœur, nous fait chaud au cœur, nous fascine aussi, nous captive, et on est dans un agenda en plus, un timing qui est parfait. Yohan, donc tu es revenu nous voir après nous avoir déjà sollicité en 2018 pour cette première collecte. Donc tu es triathlète, je vais te laisser te présenter ton parcours et pourquoi tu es venu à nous, qu'est-ce qui te lie en fait à la cause Amis FSH et pourquoi en fait on papote aujourd'hui. Voilà. Donc bonjour Yohan, donc, tu es triathlète, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Déjà, merci de me recevoir. C'est super chouette d'être là tous ensemble. Moi, je suis triathlète. Je suis même plus particulièrement triathlète longue distance. Donc, ce qu'on communément on peut appeler, enfin, je sais pas si c'est très commun, mais en tout cas, ce qu'on appelle un peu vulgairement Ironman. Ce qui est un format de triathlon. Le triathlon, c'est un sport qui enchaîne 3 disciplines: la natation, le vélo, la course à pied, et qui existe sous plein de formats différents. Il y a des formats très très courts, très explosifs, qui cartonnent chez les jeunes notamment, qu'on peut voir sur l'équipe TV. Enfin voilà, il y a des formats vraiment très courts. Il y a des formats intermédiaires qu'on peut retrouver au JO. Donc le format dit olympique, avec déjà des distances qui commencent à être un peu conséquentes et des courses qui vont durer jusqu'à 1 heure en tout. Et puis après, on va jusqu'à du très long, et le plus long étant l'Ironman, où là, on atteint des distances qui sont beaucoup plus conséquentes, puisqu'on fait 3,8 km de natation, 180 km de vélo et ensuite 42 km à pied, donc l'équivalent d'un marathon. Et ça dure 3 jours, ça dure combien de temps? Et ça dure, il y a des barrières horaires, donc 3 jours, peut-être que… Non, parce que moi, ça me paraît fou, en fait. Mais 3 jours, mais alors, il y a des barrières horaires qui limitent la course à 16 heures pour les plus lents, voilà, parce qu'il y a un moment, il faut aussi que la vie reprenne son cours quand on a bloqué toute une ville, une agglomération autour de ça. Moi, mon meilleur temps, il est de 8h32. C'était cette année dans le Gironde au Frenchman, une course dont je suis très fier, où j'ai fini 3e. Voilà, il y a les meilleurs, vraiment les tout meilleurs mondiaux sur certains parcours, on fait moins de 8 heures. Mais le chrono, en fait, importe peu, tant la différence des parcours peut vraiment avoir une influence forte sur les chronos. Quand on va faire l'Ironman d'Embrun, qui est dans les Alpes, forcément, on ne va pas faire le même chrono que le Frenchman, qui justement est en Aquitaine, près de la région des Landes, où c'est absolument tout. Tout dépend du parcours, du dénivelé, Exactement, du dénivelé. Et puis des conditions climatiques selon les endroits, parce qu'évidemment, c'est un sport qui est encore quand même assez confidentiel malgré tout. Donc, il y a peu d'épreuves, et ce qui oblige à se déplacer. Et donc, malheureusement, ça oblige à voyager. Ouais, je sais que c'est triste. Voilà, on est obligé un peu de trouver des solutions parfois pour voyager, mais en tout cas, ça permet de découvrir du pays, et on se confronte parfois où il y a des conditions climatiques un peu différentes de ce qu'on peut avoir ici. Génial. Et alors, du coup, sans transition, comment tu nous as connus, en fait? Je fais une transition facile. Hein. Moi, je connais Pierre depuis 25 ans, je pense. On s'est côtoyés parce qu'on avait des amis en commun. Enfin, voilà, c'est une histoire toute bête, quoi. On s'est rencontrés. Je crois que la première fois qu'on s'est vu, ça devait être pour faire un bowling ou une connerie comme ça, si ma mémoire est bonne. Mais c'était vraiment il y a vraiment plusieurs années. Et en fait, ce qui m'a tout de suite surpris, déjà, c'est que Pierre, il est malade. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais dans les premiers échanges que j'ai eus avec lui, les premières interactions qu'on a pu avoir, et tout au long de ces années, quand on a été amené à interagir, lui et moi, j'ai jamais ressenti qu'il était malade, en fait. C'est-à-dire que, en fait, son corps, on voit que son corps est malade. Pierre n'est pas malade intellectuellement, on voit qu'il est dynamique, il déborde d'énergie, et donc ça m'a toujours un peu fasciné. J'en profite pour te le dire, Pierre, c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion de l'exprimer en direct, donc voilà, comme ça c'est fait. Et de fait, la cause qu'il défend, parce qu'elle le touche, mais aussi parce qu'elle lui tient à cœur, j'ai voulu m'associer à ça, et à mon petit niveau, je sais que ça me permet aussi d'aller
atteindre un public qui n'est pas du tout confronté à cette maladie, qui est confronté à l'effort physique, au dépassement de soi aussi par ailleurs, mais pas du tout à cette maladie, et essayer d'évangéliser un peu, ou en tout cas de faire de la pédagogie autour de cette maladie qui est quand même assez peu connue. Et donc, l'idée m'est venue de profiter de ce support de l'Ironman et les quelques petites performances que je peux avoir à mon niveau pour essayer d'en parler un maximum et d'associer cette cause-là moi, à ma performance. En plus, ça me fait un soutien psychologique de poids quand je cours et que justement, il faut trouver des ressources psychologiques et des leviers permettant de se dépasser. Juste, excusez-moi les garçons, est-ce que l'un d'entre vous aurait par hasard une radio ou une télé en fond? Ah ouais, c'est toujours moi. Pierre nous fait à chaque fois des farces comme ça, que je couperais ou pas. Normal, je fais toujours le bordel. Et alors, non, mais du coup, moi, je poursuis parce que ça m'intéresse, parce que je partage aussi la vie d'un triathlète. Moi, Robin s'est mis au triathlon. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Notamment quand il t'avait rencontré en 2018 ou 2019. Il faisait son premier triathlon, donc ça m'intéresse. T'en es où ta phase de prépa, là, justement? Tu disais que tout à l'heure, tu es parti courir ce matin. Tu fais du long. Moi, je pars dans… La course, c'est le 8 octobre, donc ça doit être dans 3 semaines, quelque chose comme ça, je pense. Donc là, on est vraiment sur le gros de la prépa. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup de courses début d'année. Entre mai et début juillet, j'ai vraiment fait beaucoup de courses, des grosses courses. Donc, j'ai eu besoin de récupérer un peu. Juillet, j'ai quand même malgré tout enchaîné avec de l'entraînement sans que ça soit très intensif, mais pour garder le bon niveau. Et après, encore, je suis parti cet été 15 jours où j'ai pas fait grand-chose. Quelques sorties vélo, un peu de footing, mais vraiment très faible intensité, histoire juste de garder des aptitudes biomécaniques. Et donc, depuis mi-août, j'ai repris une prépa assez sérieuse. Donc, du coup, il y a eu 15 jours où il a fallu que je remonte un peu à bord, on va dire, de mon corps. Et là, c'est vrai que ce mois de septembre, il est consacré à travailler vraiment beaucoup d'intensité à différents niveaux. Il y a de l'intensité cible, donc de l'allure Ironman, que ce soit à vélo ou enfin, pas vraiment allure, mais de l'intensité, on va dire Ironman, que ce soit à vélo ou à pied, ou même dans l'eau. Et puis des allures un petit peu au-dessus, parce que parfois, on a des facteurs limitants en fait qui sont liés à des intensités un peu plus hautes. Et donc, si on fait progresser le palier qui est un peu plus haut, mécaniquement, on va réussir à faire progresser les paliers qui sont en dessous, dont les paliers, les allures cibles sur Ironman. Donc, voilà. Là, je suis quand même dans une période où je m'entraîne presque une vingtaine d'heures par semaine. J'ai un triathlon dimanche pour conclure déjà ce cycle-là. Il me reste en gros, je crois, une grosse semaine avant de pouvoir commencer à lever le pied. Donc hein. Triathlon ce week-end, là? Ouais, je vais en Normandie dimanche. Ouais. Ok, excellent. Et un format long comme tu fais d'habitude? C'est un format long, c'est pas un Iron, mais c'est un demi-Iron, ce qu'on appelle. Parce que pour être Iron, en fait, il faut que ce soit validé par l'organisation Ironman. Il y a des. Alors ouais, déjà pour être Ironman, en fait Ironman, c'est un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dans le truc, mais Ironman, c'est une marque, c'est une entreprise qui organise des courses qui au départ n'étaient que des courses du format dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme c'est un format qui est quand même très long, pour gagner des parts de marché et de la cible clientèle plus importante, parce que c'est quand même une entreprise, il ne faut pas se mentir, ils ont décidé de labelliser des courses avec des formats intermédiaires, donc notamment le demi-Ironman, donc Half Ironman, avec toutes les mêmes distances mais divisées par 2. Ce qui a permis de générer beaucoup plus de public, beaucoup plus de valeur aussi, et du coup, ce qui a incité beaucoup de gens à venir sur des courses qui sont malgré tout labellisées Ironman, mais c'est Ironman 70.3, voilà, c'est un petit label un peu différent, mais ça s'appelle quand même Ironman. Là, la course que je vais faire, c'est ce format-là, donc le format intermédiaire, donc un half, mais qui n'est pas labellisé chez Ironman. C'est un petit triathlon qui s'appelle le triathlon des 2 amants, d'ailleurs, donc c'est plein de promesses en Normandie. Et voilà, donc je me lève à 4h samedi dimanche pour partir là-bas, courir et puis rentrer, quoi. Beau programme. Ouais, quand on fait du triathlon, ça demande un gros investissement d'entraînement, mais aussi tout ce qui est autour. On est obligé de gratter un peu sur le temps de sommeil. Les finances en prennent un coup parce qu'évidemment, il y a toujours tout un tas de matériel à acheter, etc. Ça, je pense que tu le sais aussi bien que moi. Il faut sans arrêt consacrer du temps soit à l'entraînement, soit à la préparation du matériel, à l'organisation de sa semaine. On ne s'entraîne pas comme ça le matin en se levant en se disant tiens, je vais aller courir.
on essaye quand même de construire quelque chose qui fait un peu sens, de sorte à travailler déjà les 3 sports, à aller travailler à des intensités qui font un peu sens par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, avec des périodes de charge, des périodes avec moins de charge, avec du travail à l'intensité cible, du travail peut-être un peu plus de récup. Donc, du coup, tout ça, c'est un petit jeu, il faut être un peu le chef d'orchestre de son planning, qu'il faut concilier avec la vie familiale, quand il faut aller chercher les enfants le matin, le soir, ou alors aller déjeuner chez beau papa le dimanche. Il faut évidemment, ça tombe sous le sens, le concilier aussi avec l'agenda professionnel. Donc, ça crée quand même une charge mentale au-delà même de l'entraînement pur qui est assez conséquente. Hein. Voilà. Finalement, quand tu es dans l'Ironman, t'es cool, quoi, parce que tu n'as plus tout, mais oui, tout c'est ça. vrai, c'est vrai. En fait, quand tu es dans l'Ironman, parce que normalement, tu es préparé, donc physiquement, tu n'as plus trop de challenge à relever. Tout ce que tu as à faire, c'est la gestion de ta course. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te mettes dans le rouge parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir t'en relever si tu te mets dans le rouge. Mais non, il faut que tu gères ta course intelligemment, que tu fasses attention à ne pas être trop impatient vis-à-vis justement de cet effort. Et comment tu sais que tu es dans le rouge? C'est perso, c'est le cardio-fréquence-mètre, quels sont les indicateurs? Quand tu es vraiment dans le rouge et que tu commences à le ressentir, en général, c'est que là, ça commence à vraiment, ça sent pas bon. Parce que si toi, tu le ressens, c'est que tu as vraiment dépassé depuis un moment. Tu vois, il y a une petite inertie entre le moment où ton corps a commencé à épuiser des ressources physiologiques et le moment où, ça y est, ton cerveau, il a intégré qu'il faut couper un peu les vivres parce que tu vas plus y arriver, quoi. Donc, quand on est là, à t'en rendre compte, c'est que vraiment, tu as passé la ligne rouge depuis un petit moment. Et du coup, ce qu'on utilise, c'est des outils qui permettent de se dire, voilà, je regarde ma fréquence cardiaque, je regarde, alors certains travaillent avec des capteurs qui leur donnent leur taux de glucides, leur taux de glycogène à instant T dans le temps. Moi, je travaille aussi beaucoup sur le vélo avec un capteur de puissance. Je sais que voilà, sur un Iron, je dois pouvoir rouler entre 240 et 250 watts. Si je fais 1 heure à 300 watts, donc c'est la puissance que je développe dans le pédalier, globalement, il y a de grandes chances qu'arriver au 90e kilomètre, parce que voilà, ça ne va pas tenir. Donc 240 watts, c'est censé être un effort dans lequel je suis à l'aise, mais c'est un effort long, donc c'est très difficile à juger. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître sur un instant T, surtout en démarrage de course, quand normalement tu es sur un pic de forme, si ton entraînement s'est bien passé, tu es censé être le plus performant possible. Bah, tu démarres une épreuve, du vélo, tu pars pour 180 bornes, évidemment que tu pars pas à fond. Tu pars à l'allure que tu vas pouvoir tenir le plus longtemps possible jusqu'à la tenir sur 180 km. Donc forcément, sur les 20 premiers kilomètres, c'est facile. Donc il faut garder la tête froide par rapport à ça et se fier à ces indicateurs objectifs qui te permettent de mesurer ton effort. Et en général, quand tu arrives à la fin, tu commences à sentir que tu as bien fait de ne pas aller plus vite, quoi. Et comment tu as acquis toutes ces connaissances, tu es accompagné, tu as un coach ou tu suis des coachs en particulier, comment tu prépares tout ça? Ouais, il y a un peu de tout ça. Alors moi déjà j'ai un coach en effet, donc toute cette mécanique déjà d'entraînement, le jeu du chef d'orchestre là qui vient coller des séances un peu partout dans la semaine, donc ça c'est son travail. Moi je lui donne un peu mes dispos en fonction de l'agenda familial, etc. Et puis après à lui en fonction du temps que j'ai. Parce que des fois, je vais avoir du temps de 5h à 6h du matin, mais c'est par exemple, c'est pas du temps où on peut aller nager à la piscine, parce que forcément, c'est fermé. Donc voilà, il y a toutes ces composantes-là à gérer. Ça, c'est lui qui le fait. Évidemment, moi, je récupère pas ça comme un agenda juste à exécuter bêtement. Je m'intéresse aussi un peu à comment il est construit, à ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire. Je vois bien qu'il y a des cycles et il y a de la progressivité. Donc, naturellement, on échange et j'apprends de cette manière-là. Je suis pas mal de coachs et de triathlètes sur des réseaux sociaux, hein, tout bêtement, Instagram, Facebook. Parce que quand on fait du triathlon, c'est un peu un mode de vie, donc forcément, on fait ça tout le temps. Et puis, il y a l'expérience aussi qui parle, quoi. C'est-à-dire que des courses qui se sont bien passées, j'en ai vécu. Des courses où j'ai eu des problèmes d'alimentation, j'en ai vécu. Donc, à force, on construit aussi sur la base de ces expériences-là. On construit des expériences de course qu'on a envie de reproduire ou pas. Et là, on apprend parce qu'il y a un peu les règles de base pour tout le monde. Et puis, il y a aussi après sa façon à soi de se comporter. On a chacun un organisme un peu différent. Typiquement, sur l'alimentation, moi, je sais qu'il y a des choses que je vis différemment que d'autres, quoi. J'ai besoin de beaucoup m'hydrater, alors que manger, c'est un peu moins le cas. En termes de glucides, je vois bien que même quand je mange un peu moins, j'arrive quand même à avancer comme il faut, quoi. Voilà. Enfin, on a on a tous des métabolismes un peu différents, donc ça, il faut aussi apprendre à se connaître. Moi, j'ai une question un peu psychologique, Johan. Avant de faire du triathlon et de l'Ironman, tu n'en faisais pas. Est-ce que tu t'es dit,
est-ce que tu t'es senti capable de le faire le jour où tu t'es dit allez, je m'engage un peu dans ce triathlon longue distance. Donc, comment ça s'est passé, genre un peu psychologiquement? Et puis, toujours psychologiquement, tu nous définis la course comme étant euh, quelque chose d'assez cadré, d'assez séquencé, d'hyper préparé. Il y a tout de même des failles, comme tu nous l'as expliqué. Comment ça se passe du coup? Tu sais, on entend souvent les sportifs dire ça s'est passé au mental à un moment donné. Comment ça se passe quand tu es, quand t'es en course? Alors déjà, comment je suis venu sur l'Ironman? La première question, c'est que donc, moi j'ai toujours fait beaucoup de sport, beaucoup de course à pied particulièrement depuis que je suis tout petit. Au début, enfin au milieu des années 2000, j'ai commencé à faire du marathon et j'en ai fait beaucoup, un peu partout dans le monde, hein. Je fais New York, Tokyo. J'ai eu la chance de faire des marathons assez incroyables avec des performances significatives, enfin, dont je suis très fier en tout cas, significatives pour moi. Et puis, en fait, au milieu de tout ça, quand j'avais, je sais pas, 25, 26 ans, donc ça commence à remonter un peu, je m'étais dit, tiens, pour mes 30 ans, je fais un Ironman. Vous voyez plein de gens faire, enfin plein de gens, en tout cas dans le milieu du marathon, on se confronte à des profils où voilà, il y avait des gens qui basculaient vers ce type d'effort, Ironman. Et moi, je m'étais dit, voilà, quand j'aurai 30 ans, je ferai un Ironman. Quand on a 25 ans, 30 ans, c'est encore loin, donc on n'a pas de mal à se fixer des to-do list comme ça. Et puis, vient un jour, on en a 29. Et donc, finalement, c'est le moment de quand même d'y aller, quoi. C'est-à-dire que les 30 ans approchent sérieusement. Et donc, je vais sur le site de l'Ironman pour m'inscrire à un Ironman qui existe en France, qui s'appelle l'Ironman de Nice. Sauf que je n'ai pas osé m'inscrire. Voilà, j'ai reculé devant l'obstacle, j'ai regardé les distances, 3 km 8, 180 km de vélo, plus un marathon. Et un marathon, je savais ce que c'était à l'époque, du coup, j'en courais. Un marathon après tout ça, ça m'a fait peur en fait. Donc, du coup, je n'y suis pas allé, quoi. Je ne me suis pas inscrit. Et ça m'a rongé. Ça m'a rongé pendant un an de me dire, tu t'étais fixé cet objectif-là, il y en a qui le font, et toi, tu as reculé devant l'obstacle, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait mon Ironman à 31 ans, celui de mes parents. Je l'ai fait exactement l'année d'après, en 2014, donc à Nice. Et finalement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que la prépa a été intense, ça a été dur, j'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça a été une expérience incroyable. Je pense que c'est une expérience même que je revivrai jamais plus de ma vie sur Ironman parce que la première fois qu'on franchit cette ligne d'arrivée, quand tout s'est bien passé, on n'est pas parti le matin de la course en fait. Ça fait 6 mois qu'on s'entraîne. C'est-à-dire que c'est une ligne de départ qu'on a pris depuis vraiment un bout de temps. On a aligné les planètes, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de pépin physique, on a réussi à gérer son effort pour pas se mettre dans le rouge, mais pour autant à faire une performance dont on est fier. Moi, j'avais bien tourné ce jour-là par rapport à ce que je voulais faire. Enfin, voilà, j'étais hyper content. Je me souviens très bien qu'à Nice, la course à pied, donc c'est 42 km, c'est un aller-retour sur la promenade des Anglais qu'on fait 4 fois. À chaque fois que tu fais un aller-retour, il te donne un petit chouchou. Vous savez, les chouchous pour les cheveux, là, d'une couleur différente que tu mets à ton poignet. Et donc, premier tour, tu prends un chouchou. Et donc là, tu cours au milieu de tout le monde, dont certains qui ont déjà de chouchous et puis d'autres qui n'en ont pas. Deuxième tour, tu cours, tu prends un deuxième chouchou. Troisième tour, tu prends un troisième chouchou. Et là, quand tu attaques le troisième tour, enfin, quand tu attaques le quatrième tour, du coup, tu as tes 3 chouchous, je peux t'assurer que tu as une énergie mentale, en tout cas, qui est indestructible. Parce que tu sais que tu cours au milieu de tous ces gens-là, tu es un anonyme parmi tout cela, mais toi, tu sais que tu as 3 chouchous, en fait. Et tu sais que c'est la dernière fois que tu fais cette allée jusqu'à l'aéroport, que tu reviens, tu as envie de le crier à tout le monde, en fait, que toi, tu as 3 chouchous. Qu'un chouchou! Et que là, dans 3-4 km, c'est l'arrivée, en fait. Ça va être l'arrivée pour toi. Et au moment de l'arrivée, plutôt que de tourner pour aller chercher un chouchou, comme le font tous ceux qui n'ont pas encore tous les chouchous, toi, tu prends à droite. Et donc là, c'est une expérience, ta ligne d'arrivée sur Ironman, hein, ils travaillent beaucoup ça. Il y a la moquette, il y a de la musique à fond, les pom-pom girls, il y a un speaker qui t'attend au fond, qui crie ton nom, parce qu'il connaît, tu sais, il y a avec le système de puce et tout, tu as été lapé avant, un peu avant, donc il sait qui arrive ou pas. Il crie ton nom, il te dit You are an Ironman. Il y a une émotion incroyable. Toi, ça fait plus de 9 heures que tu cours. Enfin, c'est impossible de ne pas pleurer à ce moment-là, en fait. C'est une émotion fantastique. Donc, et en fait, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette émotion-là, de se dire voilà, ce truc-là, quel que soit son chrono, quelle que soit la performance qu'il y a derrière, je me suis dépassé à un point que j'imaginais pas il y a quelques mois et on me l'enlèvera pas en fait. Quoi qu'il m'arrive maintenant par la suite, cette émotion-là, ce truc-là, je l'ai fait, on me l'enlèvera jamais. Donc finalement, ton premier Ironman, tu l'as fait un peu
en plaisantant, si j'ose dire, en disant 30 ans, je me fais un Ironman. Mais finalement, tu l'as fait aussi beaucoup par fierté et par orgueil parce que tu avais reculé le premier coup. Et finalement, grosse préparation, bonne préparation qui te permet, à 31 ans, de réaliser ce premier truc. Après, du coup, quand là, tu dis ça se goupille bien, ça veut dire que des fois, ça se goupille peut-être moins bien, cette course. Est-ce que justement, tu peux nous dire comment ça se passe, quoi? Genre, quand ça va pas bien, quand tu sens que ça va pas bien, qu'est-ce que tu vas chercher? J'ai envie de dire en course, mais aussi même pendant la prépa, quoi. Il doit y avoir des zones où tu baisses pas les bras, mais presque, quoi. Bah, en fait, j'en ai des exemples comme ça, hein. À l'entraînement, c'est très dur, hein. Faut pas croire, mais c'est vrai qu'en général, sur la course, on arrive, on est préparé, on est entraîné, on gère bien sa course. Moi, ça m'est rarement arrivé d'avoir des courses qui se passent mal. Ça m'est arrivé quand même, et donc je vais t'en parler. Mais par contre, ça arrive souvent à l'entraînement de se confronter à des séances très, très difficiles qui te challengent beaucoup. Et pour le coup, ouais, on a besoin de trouver les bons ressorts. Alors, déjà, en termes de contexte, pourquoi ça arrive plus à l'entraînement qu'en course? Parce que à l'entraînement, on va pousser son corps vraiment pour voilà, repousser les limites. On ne va pas être dans la gestion. Et l'entraînement, souvent, il arrive. Enfin, moi, il faut que j'aille faire 2 heures de vélo, typiquement, tu vois, hier ou avant-hier, il fallait que j'aille faire 2 heures et demie de vélo dans mon garage. J'ai un système pour faire du vélo dans mon garage, mais sachant que j'avais une journée au taf qui était immonde, j'ai eu du stress, etc. Donc, en fait, je monte sur le vélo. Déjà, psychologiquement, je ne suis pas investi dans ma séance. Je ne suis pas disposé mentalement à me faire mal. J'ai plutôt envie de me reposer. Attends, j'ai un truc qui bip, je vais le couper parce que ça n'arrête pas de me casser les pieds. Excusez-moi. Pas de souci. C'est ça qui bip ou c'est ça? Ouais, il y en a trop. Voilà, tac. Voilà, pardon. Ouais, mentalement, je ne suis pas investi dans ma séance, etc. Et donc, du coup, c'est difficile de se faire mal. Tu t'aperçois que tu t'es préparé un peu vite parce qu'en fait, il est 21 heures. Donc, quand tu as 2 heures et demie de vélo à faire, tu essayes de ne pas trop traîner. Mais tu n'as pas mangé. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses qui font que les séances à l'entraînement, des fois, elles font mal. Et les ressorts psychologiques, ça peut être les mêmes que sur la course, c'est-à-dire l'entraînement quand tu fais de l'Ironman, c'est tous les jours et c'est plusieurs fois par jour. Donc, il y a des séances qui se passent mal et puis il y en a aussi beaucoup qui se passent bien, heureusement. Et quand elles se passent mal, il y en a qui enfin, en fait, tu as des séances difficiles, tu te challenges, tu te dépasses. Et le jour où tu te confrontes à une séance qui vraiment est difficile et où là, il faut que tu ailles chercher des ressorts psychologiques, moi, un de mes moteurs, et ça, je pense que c'est quelque chose de personnel, hein, bien sûr, c'est pas quelque chose que tout le monde peut transposer, mais en tout cas, un de mes moteurs, c'est de me dire, ce que je fais là, déjà, personne ne m'a obligé à le faire. C'est-à-dire que je savais que ça allait être difficile. En fait, je me suis confronté tout seul à un obstacle que personne ne m'a imposé. Donc, en fait, ça ne sert à rien de chouiner et de me dire ah, c'est trop dur, etc. Personne ne m'a mis sur ce vélo ce jour-là. Donc, déjà, il faut que j'assume ça, un minimum. De deux. Donc, encore une fois, c'est peut-être des ressorts qui relèvent un peu de l'ego. Et deuxièmement, c'est surtout de me dire en fait, ça fait quand même 2, 3, 4, 5, 6 mois que tu t'entraînes tous les jours. Et tu vas arrêter maintenant. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes maintenant parce que tu lâches la séance maintenant, qui est une séance clé, souvent quand les séances elles sont dures, c'est parce que c'est des séances vraiment clés. À quoi ça servait de se lever hier matin à 5 heures? À quoi ça servait hier de rester sur le vélo jusqu'à 23 heures, d'aller courir sous la pluie? À quoi ça servait d'aller nager alors que tes mômes m'attendaient à la maison et que toi tu les as lâchés pour aller nager pendant 1 heure à l'autre bout de l'Île-de-France, etc. À quoi ça servait de dépenser de l'argent dans des courses intermédiaires de préparation si c'est aujourd'hui pour lâcher juste pourquoi? Parce que tu n'as pas les ressources mentales. Parce qu'à la fin, ça m'est arrivé de bâcher des séances, donc d'arrêter la séance. Ce qui se passe systématiquement, mais vraiment systématiquement, hein, il y a deux choses. C'est que d'une part, à l'instant même où tu arrêtes ta séance, commencent à naître les regrets. Ce truc qui te dit, est-ce que vraiment j'aurais pas pu faire un pas de plus? Est-ce que vraiment je pouvais pas continuer 1 minute de plus à cette intensité-là? Tu vois, avec le recul, même si ça fait que quelques secondes que tu as arrêté, tu te dis, est-ce que vraiment je suis allé au bout du bout? Et en plus, très vite, il y a un autre truc qui se passe, c'est que le corps oublie la douleur. Donc, en fait, cette douleur qui t'a obligé à arrêter un instant T, 5, 10 minutes, 1 heure après, elle est plus aussi importante. Ce souvenir-là, il s'est estompé. Et toi, dans ta tête, tu te dis, j'ai fait tout mon entraînement pendant des semaines. Et là, cette séance-là, pour une douleur que je n'ai pas su gérer, alors que franchement, ça avait peut-être pas l'air insurmontable maintenant vu d'ici, je me suis arrêté. Et là, il y a la culpabilité en fait qui te ronge. Alors moi, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et c'est quelque chose que je ne supporte pas de vivre. Donc, je sais très bien que si j'arrête une séance, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Ça va me ronger pendant des heures. Donc, il vaut mieux que j'ai mal maintenant, pendant encore la demi-heure ou l'heure qui continue de la séance, plutôt que d'être rongé par la culpabilité pendant des fois une semaine, hein.
Mais c'est marrant parce que tu évoques le mal dans la séance qui se passe mal et ton appréhension du mal, etc. J'ai envie de faire un petit parallèle avec ce que nous, on vit, parce que beaucoup de nos amis FSH entretiennent leur corps, font quelque part de la petite préparation physique adaptée. Et des fois, il faut aller plus loin, il faut se faire mal un petit peu. Et c'est pas quelque chose qui est habituel pour nous, parce que déjà, nous, il y a 25 ans, on nous disait qu'il fallait pas bouger, puis ensuite qu'il fallait bouger, mais du coup, on n'était pas habitué à l'effort, ni au mal, ni à la transpiration. Donc, aussi ce chemin vers la gestion du mal, ce chemin vers le surpassement physique et anatomique ponctuel, toi, en fait, c'est acté, quoi. C'est OK. C'est genre, tu sais ce qui t'attend et ton âme, ton esprit est OK avec ça. Enfin, je veux dire, quelque part, je ne vais pas te demander des conseils, mais quelque part, comment tu fais, toi, pour te dire que c'est OK, ça? Bah, moi, souvent, quand je suis face à des obstacles que j'ai du mal à franchir, parce que, tu vois, typiquement, j'ai fait une course début juillet en Espagne et il se trouve que ça s'est pas très bien passé pour moi. Enfin, le résultat final, j'en suis satisfait, mais le déroulé de la course a été vraiment un calvaire. Et donc, j'attaque le marathon. Donc, tu vois, tu attaques un marathon, c'est quand même, tu pars pour 42 km. Je suis déjà dans les choux, quoi. Vraiment, je me suis cramé sur le vélo et donc, je me demande même si je vais pouvoir courir. Donc, quand tu attaques un marathon dans ces dispositions-là mentales, sachant que quoi qu'il arrive, un marathon, c'est de toute manière difficile à la fin. Quand en plus c'est difficile au début, tu sais pas trop si tu vas aller au bout. Et bah, finalement, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais régulièrement, même à l'entraînement, c'est que j'essaye de découper l'effort. C'est-à-dire que je me dis, en fait, je me mens. C'est-à-dire que c'est incroyable hein, de dire ça, mais je me mens et je me force d'écouter juste le petit diable rouge qui est sur mon épaule gauche, qui va me mentir et qui va me masquer le fait qu'il y a tout un marathon à courir. Tu vois, j'essaie d'éliminer cette image de mon esprit. Je ne regarde pas jusqu'où il faut aller, mais je me dis, voilà, ce marathon-là, il est en 4 tours. Je sais pas, je prends un repère en fait auquel je peux m'accrocher et je me dis, bah voilà, tu vas jusque-là. Tu vas jusque-là et puis bah, tu verras. En fait, tu vois, va jusque-là, fais cet effort-là et bah, après, il faut que ça soit faire aussi. Donc, tu vois, l'ange blanc, l'ange rouge. Et à ce moment-là, on fait le bilan et on regarde si on peut continuer. Et donc, j'y vais. Et ce qui se passe systématiquement, quasiment, c'est qu'à chaque fois, quand j'arrive à une étape intermédiaire, je me dis, allez, je vais encore jusque là-bas. Mais Et le truc initial, c'est engage-toi, on avise, quoi. Engage-toi sur un truc un peu intermédiaire. Adressable, tu vois, que tu peux visualiser, qui te semble pas trop loin. Parce que si tu dis tout de suite, là, il faut que je parte, et puis bah, rendez-vous dans 40 km, c'est inatteignable. En fait. Bah, psychologiquement, c'est un effort, c'est une montagne. Alors que bah, tu te dis, voilà, je vais faire, il y a les 21 virages de l'Alpe d'Huez, déjà, je vais en faire un. Je vais faire un virage. Et puis après, bah, une fois que j'ai fait un virage, ok, c'était dur. Mais est-ce que vraiment, je ne peux pas en faire un deuxième? Alors, ok, je fais un deuxième. Et puis, si vraiment je suis KO, arrive au deuxième, bah, je m'arrête. Ou en Tu tout cas, fractionnes en fait voilà. l'effort. Ouais, c'est ça. Alors, l'effort est lissé, mais tu le découpes mentalement pour avoir des portions adressables, pour pas te confronter tout de suite à un obstacle qui est insurmontable. Ouais. Et je pense que dans la thérapie et les efforts ou le sport qui est adapté pour les malades, je pense qu'on doit pouvoir trouver ça parce que forcément, quand il faut traverser toute une pièce en marchant d'un coup alors qu'on n'a pas du tout l'habitude, bah, peut-être que cette pièce-là, c'est pareil, c'est son marathon à soi, quoi. Et peut-être qu'il faut dire, bah, voilà, j'essaye déjà de faire un pas. Mais tu as totalement raison, puisque moi, je sais que quand je marche, je fractionne soit en distance, soit en temps l'effort que je ne me suis même pas objectivé quantitativement sur la globalité. Tu vois, je ne me suis pas dit, tiens, je vais marcher pendant 30 minutes ou je vais faire 3000 pas. Je me dis juste, je vais au max, mais par contre, je fractionne. Et il y a un truc que j'aime bien comme satisfaction, et peut-être tu l'as des fois aussi, c'est que finalement, quand tu arrives au bout de ta première fraction, tu te dis, franchement, franchement, ça va, quoi. Alors, c'est pas dingue, je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal au canne, etc. Mais finalement, cette première fraction, je l'ai faite. Et l'idée d'en faire une deuxième me chamboule pas de ouf, tu vois. Mais comme quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ton état physique à l'issue de cette première fraction est quand même sensiblement identique à celui qu'il était au début.
Exactement. Ce qui veut dire que ce qui te limitait à t'engager dans l'effort, c'était pas la capacité physique, c'était la peur en fait psychologique de se faire mal, de se confronter à un obstacle insurmontable. Parce que ce que tu expliques là, je l'ai vécu sur justement cette course-là en juillet. Je me dis allez, je fais un premier tour. Il y en avait 4 à faire. Et en fait, dans ce premier tour, non seulement, au bout d'un moment, je trouve des aptitudes. Bon, il se trouve que moi, la course à pied, c'est quand même mon sport de base, donc c'est un sport dans lequel je suis assez à l'aise. Finalement, je vois que physiquement, ça va, mais en plus, je double un gars qui s'appelle Léon Chevalier pour l'info, mais qui est un professionnel aguerri, qui est au top niveau mondial, etc. Et je le double sur la course à pied alors que je suis dans les vapes. Donc, je me dis, malgré tout, mon niveau physique, là, n'est pas cohérent Et avec pas la rue, ouais. l'interprétation psychologique que j'en fais. Parce que clairement, j'avance beaucoup mieux que ce que j'ai l'impression de faire. Bon, il se trouve qu'à la fin, j'ai fini sur les genoux quand même. Mais en fait, je suis quand même allé au bout, alors que quand j'ai fini le vélo, je ne m'imaginais pas pouvoir vraiment courir un marathon, quoi. Est-ce qu'il y a un moment vraiment, tu te dis, j'abandonne, j'y arriverai pas, ou de toute façon, enfin, tu sais que tu auras la ressource comme tu l'expliquais, mais Ça, c'est aussi un levier, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais abandonné de course. Parce qu'à chaque fois, j'ai réussi à trouver les leviers qui m'ont permis de me dépasser, etc. Et donc, du coup, plus je fais de courses, plus quand je me confronte à des courses difficiles comme celle de juillet, là, qui était vraiment la course la plus difficile que j'ai faite, je pense, je me dis, je vais pas abandonner une course. Alors, j'en ai franchi des obstacles, j'en ai fait des courses, j'en ai parcouru des épreuves et des distances qui m'ont vraiment challengé physiquement. J'ai jamais abandonné. Donc, cette idée-là, déjà, me traverse pas trop l'esprit, mais même si elle me traversait l'esprit, je pense pas que je m'autoriserais à le faire dans le sens où je vois pas pourquoi celle-ci serait la première, en fait. Parce que c'est comme tout, c'est une fois que tu l'as fait une fois, la deuxième fois, elle vient plus facilement. Et moi, j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de me retrouver. Des courses, ouais. quand on fait des Ironman, on n'en fait pas tant que ça. On en fait 2, 3 dans l'année, quoi. Donc, si sur les 2, 3, à chaque fois, tu te poses la question d'abandonner et que parfois tu te laisses aller, c'est quand même un peu dommage, quoi. Et surtout de cette partie mentale, moi je suis assez fascinée par toute la préparation mentale ou tous ces moments où on peut se rechallenger ou être vraiment mise à l'épreuve mentalement dans un effort. Est-ce que tu es accompagné aussi par ton coach? Est-ce que tu en parles à quelqu'un de spécifique ou est-ce que c'est toi-même, avec toi-même en fait, qui apprend à progresser et à te connaître à ce Alors, sujet? c'est plutôt individuel. Évidemment, je peux être amené à en parler à mon coach, mais on va pas forcément avoir les mêmes leviers. Et puis, en plus, moi, c'est un coach que je vois pas, il est à distance. Donc, du coup, tu vois, en termes d'échange, c'est pas exactement la même chose. On est vachement sur du ressenti quand même. Et c'est de toute manière très individuel. On n'a pas tous les mêmes ressorts. Par contre, ce qui est un autre levier dont j'ai pas parlé là, c'est qu'en fait, moi, effectivement, comme tu le dis, j'ai un coach, en fait, qui a prévu des séances. C'est-à-dire que lui, il s'est un peu cassé le crâne le dimanche, parce que souvent, je lui donne mes dispos le dimanche soir. Donc, c'est-à-dire que le dimanche, de 20h à 22h, il est là, il regarde ma semaine, il positionne des séances, il met des trucs. Par respect pour son travail, je peux pas me dire, ouais, la séance, je suis pas allé la faire ou je l'ai pas faite en entier, tant pis, je referai autrement. Tu vois, lui, il a fait l'effort de caler des séances à certains endroits et je sais que dès que je vais avoir fini la séance, il va aller regarder parce qu'on a des systèmes, on a des applications qui permettent d'échanger toutes les datas. Il va aller regarder ma fréquence cardiaque, mon taux de lactate, mon indice d'endurance, etc. Je peux pas me permettre, par respect pour le travail qu'il a fait, d'abandonner une séance. Donc, du coup, voilà, ça fait aussi partie des ressorts qui me permettent de me dire, merde, le mec, il a bossé, c'est quand même moi qui lui ai demandé de bosser pour ça. J'ai pris de la dispo avec ma famille, j'ai demandé à mon coach de m'organiser une séance. Maintenant, c'est moi qui suis sur le vélo, putain, c'est à moi d'aller au bout, quoi. Donc, je suis là, je vais au bout. Ça serait malvenu de lui envoyer un petit selfie avec un curly et une binouse pendant le temps de. J'ai une question, du coup, je rebondis sur la question de Sandrine, et on en parlera dans une minute, mais nos autres copains sportifs de cette fameuse Team for Ducks nous ont pas mal parlé des aspects aussi psychologiques, que ce soit publiquement ou en discussion informelle comme ça, et la plupart sont accompagnés par des psys pour justement essayer de comprendre l'atteinte des objectifs, le dépassement de soi, la gestion de la blessure, la gestion de la faille, la non-motivation.
l'envie de tout arrêter, l'envie de savoir pourquoi on fait ça, etc. Pour le coup, c'est des sportifs professionnels. Je pense notamment à Axel Clerget et à Anne-Laure. Toi, pas d'accompagnement, pas de thérapeute, psy, voilà. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est pas utile en fait. C'est juste que, comme je te l'indiquais un peu, moi j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie de famille et puis j'ai une vie de sportif. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que en plus de tout ça, j'ai du mal à greffer tout Ouais. l'accompagnement dont je pourrais avoir besoin. Je suis sûr que ça m'aiderait d'avoir un Mm. accompagnement sur la partie psy, comme je suis sûr que ça m'aiderait d'avoir un accompagnement dédié sur la partie nutrition. Mm. Aujourd'hui, c'est mon coach qui porte un certain nombre d'éléments et avec lequel j'échange, ou alors c'est des initiatives que moi que je peux mener tout seul, c'est à de me renseigner. Mais je serais vachement plus à l'aise si je pouvais aller voir un psy toutes les semaines ou, pour justement m'aider à trouver les bons ressorts ou un nutritionniste, voilà, pareil, toutes les semaines, tous les 15 jours. Bon, à un moment, l'agenda, il n'est pas extensible. Donc, Ouais. j'ai fait ces choix-là de me dire, t'es obligé d'arbitrer un peu. Et donc, je n'ai pas cet accompagnement-là, mais pour le coup, je suis intimement convaincu que ça donne des leviers et des ressorts mentaux qui sont hyper intéressants dans le cadre de la compétition et de la gestion de l'effort. Ouais. Ouais. Et sans transition, parce Pardon. que c'est vrai. Désolé, Johan, on te pose plein de questions, mais c'est un sujet, je pense, Pierre comme moi, en fait, qui nous passionne, donc on pourrait t'interroger encore pendant très longtemps. Mais sans transition, donc tout à l'heure, tu nous disais ce qui te liait à nous. Donc, tu nous as parlé de Pierre et comment justement tu as pensé à cette première initiative en 2018 de nous contacter pour nous associer à notamment une course. Je crois que c'était à Åkesund, non? Si je sais pas Oui, si je prononce bien. exactement. Haugesund en Norvège. Ouais, bien, bonne mémoire. Euh, C'est moi qui bah, t'ai contacté, je crois. c'est Pierre, en fait, qui m'a Comment ça s'est contacté. passé? Racontez-nous. Non, mais attends, en deux temps, je fais le préambule. Moi, je rencontre deux hommes magnifiques, charmants, Franck et Chris, à Lyon, je crois, en 2018. Euh, Émerge l'idée d'une team de sportifs, d'athlètes, de gens passionnés pour essayer de porter notre combat un peu plus haut. Eux sont en mode alpinisme, randonnée, etc. Et puis sort la Team For Ducks, cet ensemble et ce collectif d'athlètes unis pour porter notre combat au plus haut et pour détruire le gène DUX4. Entre-temps, je rencontre Axel Clerget, Anne-Laure Florentin, eux aussi sportifs de haut niveau. Et puis, très vite, je me dis, en voyant des publications de Johan, mais pourquoi je n'ai pas appelé Johan? Je le connais depuis 25 ans, il se surpasse, il pourrait tout à fait rejoindre la Team For Ducks. Et du coup, c'est comme ça que je joins Johan, et puis lui me donne évidemment une réponse dont je laisse le soin de vous décrire. En effet, Pierre m'a appelé en me disant, voilà, on monte une team de sportifs pour associer, En fait, je trouvais que l'initiative, elle était géniale parce que c'était pour prendre complètement le contre-pied de justement ce que sont les malades atteints de myopathie FSH qui ne peuvent pas atteindre les niveaux de performance ou briller sur une ligne d'arrivée comme peuvent le faire des sportifs de haut niveau. Et du coup, l'idée d'associer ces deux univers-là, moi, j'ai trouvé fantastique parce que voilà, ça crée une énergie formidable à partager dans les deux sens, puisque nous, d'un coup, la difficulté vis-à-vis d'une performance ou d'une épreuve, elle semble quand même un peu amoindrie par rapport à ce que peuvent vivre des malades au quotidien. Et en même temps, je crois, pour en avoir déjà discuté avec vous deux, que les malades, ça leur fait aussi du bien d'élargir un peu leurs horizons et de voir que y a des sportifs qui se dépassent et qui, malgré tout, portent leur combat, font de la pédagogie autour de la maladie, en parlent et tous les jours sont en fait les ambassadeurs de justement de cet univers-là, la myopathie FSH. Donc moi, tous les jours, j'ai même le t-shirt là. Hein. Oh là là, il est fort. Il est Bah. fort, il est fort, il est fort. Tous les jours, dès que je peux, j'en parle autour de moi, pas que dans ma vie de sportif, pour essayer de sensibiliser à cette maladie. Et c'est vrai que quand du coup, mon Pierre était venu me trouver, j'ai trouvé l'idée géniale tout de suite d'associer. Ça se fait quand même assez régulièrement en général, de profiter d'un support un peu comme ça, d'une épreuve pour s'associer à une cause.
Et moi, je trouvais que celle-ci faisait particulièrement sens pour moi, puisqu'en plus, on a un lien personnel. C'est pas comme si je venais défendre une cause à laquelle je m'étais jamais confronté. C'est que Pierre, je le connais. Donc, évidemment, tout ce que je peux faire pour aider, pour sensibiliser, pour faire de la pédagogie autour de cette maladie, j'étais partant tout de suite. Donc, on est parti en Norvège, tous ensemble. On a fait cette course. Déjà, à l'époque, j'ai eu la chance de me qualifier pour les championnats du monde. Donc, ensuite, on est parti à Hawaï. Exact. Au-delà des quelques sous que ça a pu rapporter dans le cadre d'une cagnotte qu'on a montée à l'époque, ça a surtout permis à tout le monde d'élargir son horizon, de parler de la maladie. Moi, il y a pas longtemps, j'ai trouvé des nouveaux partenaires sportifs vraiment sur le plan financier et ils m'ont expliqué tout de suite qu'ils avaient vu que je défendais une cause voilà, à but caritatif. Donc, j'ai été identifié comme ça et je me dis, voilà, ce combat que je porte ou que je participe à porter, finalement, il trouve des échos à droite, à gauche, même à des endroits où je m'y attends pas. Et tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne. Alors, ça rapporte pas toujours beaucoup de sous parce que c'est quand même pas voilà, comme ça qu'on va sauver le monde. Mais l'essentiel, pour moi, il n'est pas là. L'essentiel, il est surtout d'arriver à faire fonctionner ces deux univers ensemble, à élargir les horizons de tout le monde et surtout à faire connaître cette maladie qui aujourd'hui est encore assez confidentielle, quoi. Eh ben, je trouve que c'est réussi depuis maintenant quelques années. Et évidemment, on aura toujours du mal à te féliciter, à te remercier autant qu'il le faut. En tout cas, là, le challenge, il est très proche, puisque dans quelques semaines, tu t'envoles pour Kona à Hawaï. Et qu'est-ce qui se passe à Kona à Hawaï pour un triathlète, pour un longue distance comme toi? Kona, c'est la destination rêvée de tous les triathlètes longue distance, puisque depuis 42 ans, en fait, il y a 42 ans, c'est là-bas qu'est né l'Ironman. Voilà. Des Marines américains qui s'ennuyaient un peu et qui avaient décidé de savoir lequel était le plus fort, se sont lancés un défi incroyable, puisqu'ils avaient chacun une spécialité, qui était de faire justement ce qui aujourd'hui est devenu l'Ironman, une course incroyable mêlant natation, vélo et course à pied. Et ça a pris, puisque 42 ans après, ça se court toujours là-bas. Et non seulement ça se court là-bas, mais seulement pour pouvoir courir cette course, il faut s'être qualifié. Parce que cette course sert de championnat du monde, en fait, du circuit Ironman tous les ans sur le même parcours à Hawaï et rassemble les meilleurs triathlètes mondiaux. Donc, moi, ça sera ma deuxième participation. Je pars le 27 septembre pour une course qui aura lieu le 8 octobre là-bas. Et j'espère porter le plus haut possible les couleurs de la Team For Ducks. Voilà, moi je pense que je fais une saison complète dans laquelle je me sens bien. J'ai des résultats qui sont, je pense, les meilleurs que j'ai jamais eus. Donc je vais là-bas avec quand même des ambitions. Et parce que quand on est sportif et qu'on cherche la performance, il ne faut pas se cacher d'avoir des ambitions. C'est clair. Et voilà, je suis hyper excité à l'idée d'y aller. J'ai très hâte que ça arrive parce que l'entraînement c'est difficile et c'est tous les jours. Et donc voilà, j'ai bien envie de mettre ça derrière moi aussi. Et surtout d'arriver là-bas sur Big Island. Déjà, je sais que la pression psychologique sera plus la même que le quotidien ici. Déjà, il n'y aura plus la vie professionnelle, puisque quand je serai là-bas, ça sera plus tranquille. Donc voilà, j'ai hâte de partir et d'aller le 8 octobre me confronter aux meilleurs triathlètes mondiaux, en fait, qui se sont tous qualifiés sur le circuit cette année, comme moi, et de voir lequel est le plus fort finalement. Ça met des frissons là, hein. Franchement, rien que de t'entendre en parler, déjà, on a des frissons. Et tu pars à Kona avec une petite collecte sous le bras, si j'ose dire, puisque toute cette fin de préparation et ce spectacle sportif et ce surpassement sportif qui va se passer à Hawaï dans quelques semaines, tu as décidé de l'adosser à la cause des Amis FSH et à une collecte en ligne. Donc, nous, on va évidemment en parler autour de nous. Si vous êtes ami FSH, mais si vous êtes triathlète, si vous êtes sportif, si vous êtes concerné, si vous êtes touché par notre cause, si vous reconnaissez Pierre, Johan et Sandrine, si vous nous aimez, si vous nous kiffez, n'hésitez pas à cliquer juste en bas sur la collecte de Johan qui va emmener avec lui dans sa valise digitale tous les amis FSH pour qu'on puisse vivre avec toi cet Ironman qui, je l'espère, sera une réussite, un succès et puis qui va te ravir l'esprit et qui va nous aussi nous enrichir de plein de choses et surtout de nouveaux horizons, comme tu le disais. Cool. Ouais, ça va être génial. J'espère que ça va être super. Et je suis ravi en tout cas de pouvoir participer à mon petit niveau à évangéliser et surtout de pouvoir monter cette cagnotte qui, en espérant qu'elle puisse aider.
En fait, pour l'anecdote, il y a beaucoup de triathlètes, comme c'est quand même un projet pour aller à Hawaï, les billets d'avion, le vélo, etc. Ça demande un peu d'investissement. Beaucoup de triathlètes créent des cagnottes pour leur compte personnel. Et moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais en fait, financièrement, comment tu vas faire, etc. C'est vrai que c'est un petit challenge quand même de pouvoir aller à Hawaï. Et pourquoi tu montes pas une cagnotte comme tout le monde et tout le monde va participer? J'étais pas du tout à l'aise à l'idée de faire ça et je me suis dit, après tout, moi, je me suis lancé dans ce truc-là tout seul, c'est à moi de l'assumer. Voilà, c'est compliqué, mais je vais le faire. Et par contre, il y en a qui ont besoin d'argent. C'est les malades atteints de la myopathie FSH, c'est la recherche, c'est toutes les activités qui sont menées aussi pour accompagner les malades dans leur quotidien, c'est voilà, toutes les actions auxquelles œuvre l'association aujourd'hui. Donc, ceux qui ont besoin d'aide aujourd'hui, c'est pas moi qui me suis lancé ce défi personnel, c'est plutôt l'association. Donc, cette cagnotte, je vais la monter et je vais la destiner voilà, aux amis FSH en espérant qu'elle monte aussi, elle, le plus haut possible, quoi. Et on va la faire monter, on va la faire monter de ouf. Et autant que la pression qui va tout doucement monter aussi de ton côté. Merci infiniment, Johan. C'était trop cool de papoter avec toi. Nickel. Merci au nom de tous les amis FSH. On aurait pu encore prolonger l'échange. Et puis, si tu es d'accord. On pourra refaire un catch-up après la course, si vous voulez. Comme ça, on aura l'occasion d'échanger de nouveau sur ce qui s'est passé là-bas. Bah ouais. Et puis, un petit 20 secondes sur place, toi qui filmes là où tu es, la pression, n'hésite pas. Hein. Tu nous envoies ce que tu veux quand tu veux. Comme tu le fais très bien chaque fois, de toute façon. Donc, on va pouvoir vivre avec toi, en tout cas. Cool. Merci beaucoup pour cet échange, c'était super chouette. Voilà. Et puis à très vite du coup. Merci beaucoup, Johan. Merci, Johan. Salut tout le monde. Bonne prépa. Merci, salut. Bye.